Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien, que tous ceux qui ont besoin d'une réfoua chez l'EMA, qu'Hachem leur accorde une réfoua chez l'EMA très rapidement. Be'ezrat Hachem, on va essayer d'envoyer chaque jour un chiour de halacha sur les Ilchot Pessah, de manière à se préparer de la meilleure manière à la fête de Pessah à travers l'étude de la Torah. On va commencer aujourd'hui par les halachot Mechirat Hametz, les lois de la vente du Hametz. Cette halakha, c'est une halakha extrêmement importante. C'est une halakha qui est complexe. On se pose plein de questions à propos de la vente du Hametz. Certains pensent que c'est une combine, un jeu. Certains pensent que c'est pas tout à fait sérieux. Comment vendre quelque chose qui va rester chez soi et qu'on sait pertinemment qu'on va récupérer après la fête. Alors justement, on va essayer de développer ces halachot de la manière la plus simple et la plus claire. La halakha nous dit comme ça: une personne qui possède du Hametz chez lui pendant Pessah transgresse en réalité 3 interdits, 2 négatifs et 1 positif. On sait que dans la Torah, les mitzvot se départagent en mitzvot négatives et mitzvot positives. Il y a exactement 365 mitzvot négatives et 248 mitzvot positives. Et donc ici, quelqu'un qui possède du Hametz transgresse Bal Yerae ou Bal Yimatze, de ne pas en voir chez soi et de ne pas en posséder, en trouver chez soi. Et donc, si quelqu'un garde du Hametz chez lui, à lui, il peut donc le voir à tout moment et il le possède à tout moment. Donc déjà 2 interdits négatifs. Il transgresse aussi un interdit positif. Le pasuk nous dit Tashbitu seor mi batechem. Vous devez vous débarrasser, vous devez détruire le levain, le Hametz de vos maisons. Et donc quelqu'un qui possède du Hametz, automatiquement, il ne le détruit pas. Donc, il transgresse la mitzvah tassée, la mitzvah positive de détruire le Hametz de sa maison. Donc, quelle est la solution? La solution numéro 1, c'est de s'en débarrasser, de manger tout le Hametz avant Pessah, et s'il en reste, de le jeter. Maintenant, le problème se pose quand on possède des stocks de Hametz. C'est-à-dire tout à chacun. On a tous des bouteilles d'alcool Hametz qu'on veut garder. On a peut-être autre chose, des stocks de pâtes. Aujourd'hui, c'est d'actualité. Et tout autre aliment qui peut contenir du Hametz. Et c'est vrai aussi pour les grandes entreprises. Quelqu'un qui a un magasin ou plusieurs magasins avec des stocks d'aliments Hametz et qui ne peut pas s'en débarrasser rapidement. Alors il reste pour cela une autre possibilité, une autre solution qui est extrêmement puissante et forcément valable. C'est ce qu'on appelle la vente du Hametz. On va vendre son Hametz. La halakha nous dit Tsarich le yached. Pour cela, il faut réserver les divrei Hametz anim karim legoy makom miyuchad. Pour le Hametz qu'on va vendre aux non-juifs, un endroit bien précis, chez soi ou dans son bureau ou à son travail. Ça peut être une chambre, ça peut être un placard, ça peut être un cagibi dans lequel on va entreposer ce Hametz. Ce Hametz va rester pendant tout le long de Pessah et il faut s'assurer qu'on n'ait pas accès à cet endroit. C'est-à-dire qu'on va fermer le placard, qu'on va par exemple mettre dessus une étiquette placard vendu au Hametz, de manière à ce qu'on n'ait pas accès facilement, qu'on sache que c'est un endroit qu'on ne veut pas y accéder pendant Pessah. Ensuite, le Shulchan Aruch nous dit Lechatrila. A priori, chacun doit se rendre chez le Rav en question qui va faire la vente et doit signer sur le contrat de vente directement. Maintenant,
ça n'est pas le cas. On n'a pas tous la possibilité de rencontrer le Rav en question, qui le fait par exemple pour Paris, région parisienne. Donc, on remplit ces petits formulaires. Ça peut se faire sur Internet, on peut même le faire au téléphone. Ça se fait sur ces dépliants. Généralement, on remet à son Rav de quartier, au Rav de la synagogue, qui lui-même va remettre tous ces petits contrats au Rav qui va lui vendre aux non-juifs le Hametz. Pareil, on peut le faire à distance et on peut même le faire pour un ami. Et j'ai envie de dire encore plus, on peut même le faire pour un ami à son insu. Alors évidemment, les khatrila, a priori, il est préférable de l'avertir et lui dire est-ce que tu acceptes que je vende ton Hametz. Maintenant, si on sait que c'est quelqu'un qui ne va pas le faire ou qui ne va pas comprendre ou qui ne va pas accepter, en même temps, on est soucieux que cette personne aussi ne possède pas de Hametz. Alors on peut le faire sans lui dire clairement. C'est Bedi Avad, ça marche quand même. C'est pas l'idéal, mais ça marche quand même. Ensuite, les décisionnaires nous écrivent chez Raoui les Shalem, l'arabe, il est approprié de donner une somme symbolique au Rav qui va vendre le Hametz. Et en réalité, pourquoi est-ce qu'il est bien de donner cette petite somme symbolique au Rav? Tout simplement, il s'agit ici d'authentifier cette vente, de la rendre une véritable vente. Donc on a un Rav qui va faire toutes les démarches pour nous. C'est des efforts qu'il fournit pour nous. Donc pour, si on peut dire, apporter plus de poids à cette vente, alors on donne cette somme au Rav qui va nous représenter. Donc on donne quelque chose de symbolique. De manière générale, tout celui qui me remet ces petits contrats de vente de Hametz ou qui le fait par Internet, alors ou qui me le fait par téléphone, quand je les amène au Rav, je donne cette somme symbolique aussi pour eux, pour authentifier et appuyer davantage cette vente de Hametz. Il y a ensuite un dernier point, c'est la vaisselle. Et c'est une question qui revient chaque année. Est-ce qu'on vend la vaisselle dans la vente du Hametz ou est-ce que c'est uniquement le Hametz? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut nettoyer sa vaisselle. Une fois que la vaisselle est totalement propre, il n'y a pas lieu de la vendre. Elle-même, la vaisselle n'est pas Hametz. Elle a été en contact, mais ça n'est pas du Hametz aujourd'hui. C'est un matériau, c'est une vaisselle, c'est une assiette, c'est une marmite qui est propre. Il n'y a pas de Hametz à l'intérieur. Mais si jamais on a vendu sa vaisselle avec, parce qu'on est un traiteur et qu'on a des énormes marmites, et il y a toujours du gras qui reste, ou on ne veut pas rentrer dans un doute quelconque de posséder même une mini-dose, une toute petite quantité de Hametz, donc on veut tout vendre. On peut vendre sa vaisselle au Hametz aussi. Et donc là, il y a une question qui revient chaque année, est-ce qu'on doit ensuite la tremper au mikvé, vu qu'elle a appartenu à un non-juif pendant X jours? Et on sait que pour ce qui est de la vaisselle à tremper au mikvé, c'est de la vaisselle qui a appartenu à un non-juif. Une fois qu'elle nous appartient à nous, on a le devoir de la tremper. Or, on va voir que concrètement, on ne va pas la tremper au mikvé. Si jamais on a inclus notre vaisselle dans la vente, il n'est pas nécessaire de la tremper au mikvé après. On l'expliquera, si Dieu veut, à la fin du shiur. On va ensuite approfondir un petit peu sur ce principe de la vente du Hametz. Comment ça fonctionne exactement? Là, on va apporter ici le Shulchan Aruch Harav du Admor HaZaken. L'Admor HaZaken nous dit comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vente du Hametz n'est pas juste une coutume, que normalement on s'en débarrasse. On le rend efker, c'est-à-dire le peu qui reste de miettes de Hametz, on les abandonne, on les réduit comme de la poussière. Et donc, certains rajoutent une formule de vente de Hametz pour, si on peut dire, s'assurer davantage qu'on n'en possède pas du tout.
Admorazaken nous dit pas du tout. C'est pas du tout ça la vente du Hametz. La vente du Hametz, c'est quelque chose de très fort, d'extrêmement valable. C'est une véritable vente. C'est une vente qui est tellement vraie que le non-juif en question peut venir récupérer ce Hametz à tout moment. Il a les adresses, il peut venir à tout moment réclamer sa marchandise. Il peut même, si c'est un spéculateur, il peut même la revendre pendant Pessah à un autre non-juif. Et après Pessah, il peut la vendre même à d'autres juifs ou autres. Ce Hametz lui appartient complètement. On raconte l'histoire d'un grand rave qui était le rave de Tunis à une époque. Il s'appelait Rabbi Chaim Belaïch. On raconte qu'il avait vendu son Hametz personnel à un non-juif en qui il avait confiance. Et voilà que pendant Pessah, un de ses disciples vient le voir et lui dit « Rabbi, vous n'allez pas croire ce que je vais vous raconter. Il se passe quelque chose de terrible. Je suis passé ce matin devant votre magasin et je me suis aperçu qu'il était ouvert. Et le non-juif en question à qui vous l'avez vendu, vous avez vendu votre Hametz dont votre magasin, était à l'intérieur en train de commercer, de vendre votre marchandise. C'est quelqu'un de malhonnête, Rav. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut trouver une solution. » Alors le Rav, il lui dit, écoute, le Hametz est vendu. Et donc ça le démangeait. Il est passé devant pour constater, effectivement, le non-juif en question était en train de vendre dans son magasin. Mais lui, il ne pouvait rien dire. Il avait vendu le Hametz. Et donc, tout Pessah, ça l'a travaillé. Mais que pouvait-il faire? Le soir même, juste après Pessah, moment de Mimona, si on veut, ce non-juif se rend dans la maison du Rav avec une bourse d'argent et lui dit « Rabbi, tenez, c'est à vous. Je voulais savoir à quel point votre vente était valable. Et je constate que dans votre tête, cette vente était réelle. J'ai pu posséder de votre magasin. J'ai même vendu dans votre magasin et vous n'avez rien dit. Alors je vous rends, tout ça vous appartient. Je vous le donne. » Donc, cette vente de Hametz est une véritable vente. Et pour cela, l'Admorazaken nous dit, dans le temps, certains, comment est-ce qu'ils procédaient à la vente? Donc, ils faisaient venir un non-juif, à qui ils demandaient d'acheter le Hametz de la ville. Bon, ce non-juif acceptait, pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu l'achètes. Ah, mais moi, je ne veux pas donner cette somme d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est tous ces stocks de Hametz, de bière et d'autres. Alors, on lui disait, écoute, tu peux donner une somme symbolique. Comme ça, il t'appartient. Et nous, ensuite, on te le rachètera après, si tu le souhaites, si tu acceptes. Le problème, c'est que la somme symbolique ne suffit pas pour authentifier la vente. Et donc, en réalité, il aurait fallu donner la véritable somme. Mais qui allait donner une somme pareille? Alors, les Chachamim disaient comme ça. Lui donnera une somme symbolique. Et le reste, on lui fait crédit. Et plus tard, il payera. Sauf que tout ça manquait, on va dire, de force, manquait de poids à cette vente. Est-ce que cette personne allait un jour donner le reste? Est-ce que dans sa tête, en tout cas, il allait un jour donner le reste? C'est pas sûr. On sait aussi, comme c'est rapporté dans le Choshen Mishpat, Siman Kuf Tzadik, comme c'est rapporté aussi dans la Gemara dans différents endroits, que si la personne n'a pas réglé totalement l'achat qu'il vient de faire, alors le vendeur peut revenir sur la vente. Il peut lui dire, écoute, moi je t'ai vendu quelque chose, à crédit certes, tu m'as donné une petite partie de la somme, mais moi, tant que tu ne m'as pas donné toute la somme, je peux encore regretter. D'après certains avis,
le vendeur peut encore regretter dans certaines circonstances. Donc tout ça fait que cette vente s'affaiblit en réalité. Elle perd de sa véracité, de son poids, de sa force. Que faire? On ne va pas trouver facilement quelqu'un qui va payer toute la somme. L'Admor HaZaken nous trouve ici une solution extrêmement ingénieuse. L'Admor HaZaken rajoute un paramètre à la vente. Ce paramètre s'appelle une vente en présence d'un Arev Kablan, d'un garant. C'est-à-dire, ici il y a le Rav, il y a le non-juif, et il y a un garant qui est un membre de la communauté, qui lui n'a aucun lien avec ce non-juif. Il ne lui vend même pas son chametz à lui. Il n'a pas d'affaire avec lui. Le Rav va vendre le chametz au non-juif pour une somme symbolique. Il va acheter tout ce chametz pour 100 euros. Ensuite, ce non-juif va s'engager à donner le reste de la somme plus tard. C'est-à-dire, on va fixer une date, par exemple, à 2 jours après Pessah. À côté de cela, il y a le garant. Le garant, lui qui est de la communauté, il va dire au Rav, je suis moi le garant de l'achat de ce non-juif. C'est-à-dire que j'authentifie cette vente, de manière à ce que si jamais cette personne ne vous donne pas cette somme après, disons que le non-juif a récupéré tout le chametz, et il a vendu à d'autres personnes, et il dit que je ne veux plus rien à faire avec vous, cette marchandise m'appartenait, donc je l'ai revendu à quelqu'un d'autre. Après Pessah, on lui dit, bon ben, tu ne nous as pas rendu notre chametz, donne-nous le reste de l'argent. Donc la valeur, finalement, de tout ce chametz qu'on t'a vendu. Vient ici le garant et dit, moi je vous la donnerai. Si lui, 2 jours après Pessah, ne souhaite pas revendre le chametz et ne souhaite pas donner le reste de la somme qu'on lui a fait crédit, c'est moi qui vais la mettre sur la table. Je vais être le garant. Et donc ce garant de la communauté qui lui souhaite que la vente se fasse totalement, vient authentifier cette vente et lui donner une force inébranlable. Et ici, la vente est totale. Ça, c'est la solution du Admor HaZaken. Ensuite, pour les lieux où sont entreposés le chametz, alors dans le contrat de vente du Rav, il est stipulé que ces lieux sont loués aux non-juifs. De manière à ce que, là il n'y a pas d'importance, c'est pour une somme symbolique, de manière à ce qu'il ait en réalité, juridiquement parlant, un accès à ce chametz qu'il a acheté. Et cette vente, je répète, elle est totale. Elle est traduite dans la langue qui convient au pays, c'est-à-dire dans la langue de l'acheteur, du non-juif. Et elle est signée par chacun avec un contrat, un kinyan, une acquisition qui est faite, sans rentrer dans tous ces détails. On va ensuite directement conclure avec la dernière question. Que faire de la vaisselle si jamais on l'a vendue? Parce qu'on a bien précisé au départ qu'il n'est pas nécessaire de la vendre si elle est propre. Si jamais on a inclus notre vaisselle dans la vente de notre hametz, alors on a dit concrètement pas besoin de la tremper au mikvé. Alors il y a un long développement du Rabbi dans le Likutei Sichot 18, dans la parashat Matot. Le Rabbi fait un grand parallèle avec différentes halachot qu'on retrouve au moment de la sortie d'Égypte, au moment de Shavuot, etc. Le Rabbi explique en quelques mots le problème, à partir de quel moment il est nécessaire de tremper sa vaisselle au mikvé, quand la vaisselle était dans la possession d'un non-juif. Concrètement, comme il est possible que cette personne en question se soit servie de la vaisselle, alors, si jamais il s'en est servi pour quelque chose de non cachère, il faut d'abord faire agala, c'est-à-dire la cachériser, voire même l'iboun, voire même la passer au feu, s'il s'en est servi pour cuisiner au feu. Mais si la vaisselle en question n'a jamais été entre les mains d'une personne non juive, même si
concrètement dans le papier pendant Pessah, elle appartient à un non-juif. Donc il n'y a pas de doute qu'il ait pu s'en servir. Donc il n'est pas nécessaire de la tremper au mikvé. On va conclure de cette manière-là. Si jamais il y a besoin de développer un petit peu, alors n'hésitez pas en message privé à développer à travers les questions qui enrichissent les shiurim. Bonne journée à tous et à très bientôt.